Bienvenue tout le monde à ce mardi scientifique. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dr Bertrand, puis je trouve ça toujours intéressant quand on a un CV, puis ça permet d'apprendre à mieux connaître le parcours de nos différents collègues, qui a complété une formation en médecine familiale à l'Université de Montréal, puis sa formation en psychiatrie à l'Université de Sherbrooke, ainsi qu'un DESS en gestion des soins de la santé, qui travaille au service de psychosomatique de Sacré-Cœur depuis maintenant 17 ans. Et qui a des intérêts marqués pour les sciences fondamentales, la neurophysiologie, la psychopharmacologie et l'interface psychiatrie-biologie, qui a développé des compétences particulières auprès des patients aux soins intensifs médicaux pour les sevrages respiratoires complexes, les sevrages alcooliques complexes, les encéphalopathies et le syndrome de Wernicke. Je me souviens d'ailleurs, avec reconnaissance du cours auquel j'avais déjà assisté dans le passé. Et Dr Bertrand participe à la formation des résidents de toutes spécialités confondues, des IPS en trauma, des résidents en médecine interne ainsi que des résidents en psychiatrie. Et il va nous présenter aujourd'hui sur la catatonie, un autre de ses sujets d'intérêt, et j'ai donc bien hâte de l'écouter. Je lui cède la parole. Merci beaucoup, Dr Trottier. C'est gentiment Dr Verrier qui m'a proposé le titre de la catatonie dans tous ses états, en raison justement des différents visages que peuvent prendre la catatonie et à quel point cette condition parfois peut nous déjouer. C'est une condition qui est quand même sous-reconnue, souvent sous-diagnostiquée en raison justement du continuum de présentation clinique par laquelle on peut voir la catatonie. Donc, pour commencer, naturellement, pas de conflit d'intérêt. Puis, le pourquoi en parler. Donc, il n'y a pas seulement le fait que c'est une condition qui est sous-diagnostiquée, qui nous échappe parfois. C'est une condition qui fait partie des quelques conditions en psychiatrie qu'on peut voir et qui peuvent être potentiellement létales. Donc, dans les conditions mortelles, naturellement, le geste suicidaire en est une. Ensuite, on a les syndromes malins neuroleptiques qui, de plus en plus, par plusieurs auteurs, sont considérés comme une forme de catatonie. Ensuite, on a les syndromes sérotoninergiques qui sont à risque aussi de létalité. Les catatonies malignes, par définition, peuvent induire la mort. Et les délirium tremens qui ont aussi un taux de mortalité associé. Donc, le DSM-5 est un outil diagnostique, c'est notre outil diagnostique. Grand changement entre le DSM-4 et le DSM-5 pour être capable de mieux cerner les cas de catatonie. Mais il faut savoir que l'outil le plus utilisé, c'est une échelle qui est l'échelle Bush-Francis Catatonia Rating Scale. Cela dit, cette échelle va avoir une plus grande sensibilité de détection, à savoir est-ce qu'il surdiagnostique ou non. Et on note à peu près, quand on applique les critères DSM ou l'échelle, à peu près 50% de plus de détection. Donc, la moyenne de prévalence dans la population hospitalisée, c'est de 10%. Selon le DSM, 10 à 12%, puis on peut aller chercher 15 à 18% parfois avec l'échelle Bush-Francis. Pourquoi en parler? Je dis que ça a beaucoup évolué dans les 10 dernières années, mais la réalité, c'est que, bon, j'avais présenté en 2015 un cas clinique de catatonie et dans la littérature 2017 jusqu'à maintenant, il y a une littérature qui est plus florissante, fort intéressante, un peu plus robuste, où il y a à la fois des nouveaux concepts théoriques sur la compréhension de ce qu'est la catatonie et aussi certains changements dans les approches de traitement. Alors, je vais en fin de présentation, j'ai inclus dans la présentation quelques articles intéressants, deux particulièrement si on veut limiter le spectre de lecture, mais qui nous en disent suffisamment long. Donc, qui ou quoi lire? Mark Fink est actuellement considéré comme étant l'auteur, en fait, c'est l'auteur le plus cité dans les articles et comme
une espèce de l'ayatollah de la catatonie, aussi des ECT. Francis, on n'en est pas surpris puisqu'il a beaucoup travaillé, pas juste à titre de clinicien, mais a développé l'échelle Bush-Francis. Et Northoff, qui est très important pour le volet, beaucoup de l'imagerie, imagerie fonctionnelle. Donc, pour ceux qui s'intéressent, allez lire plus Northoff. Il y a aussi une revue, le Primary Care Companion, pour les désordres du système nerveux central, qui a souvent d'excellents articles, et 2 articles viennent dont un des 2 que je conseille à lire si vous voulez aller lire un peu plus en détail après la présentation, qui viennent de cette revue-là. OK. Objectif de la présentation, ça sera fait peut-être un peu dans le désordre, vous m'en excuserez. Donc, l'historique, ensuite, diagnostiquer selon les critères DSM et voir quels sont les critères additionnels dans l'échelle Bush-Francis qui peuvent être considérés. L'épidémiologie. Ensuite, on va naviguer dans différents modèles explicatifs. On va voir qu'il y a plusieurs concepts qui se rattachent. Je vais essayer de garder ça simple pour qu'on puisse en retenir quelque chose. Ensuite, les précipitants, donc les causes de la catatonie étant la manifestation clinique souvent de quelque chose d'autre qui l'a précipité. Et puis, les traitements. On parlait surtout de traitements classiques jusqu'à peu près 2016. Il y avait toutes sortes de tentatives un peu plus anecdotiques. Puis là, on a un groupe qui a fait une revue de littérature assez extensive sur tous les case reports, séries de cas et autres, approches de traitement, et qui nous offre un algorithme basé sur ces autres trouvailles de potentiels autres traitements efficaces, mais qui arrivent nécessairement en 3e, 4e ligne et non en 1re et 2e ligne. Et des cas cliniques. Les cas cliniques, en fait, c'est ça, hein, c'est que je me suis retrouvé parfois dans des situations où j'étais de garde, par exemple au PAP, on me demande de revoir quelqu'un qui a une problématique anxieuse. Et là, ma grande surprise, je note des signes de catatonie. Et puis, hop, on fait un essai au benzo et boum, la personne dégèle. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de cas de catatonie qu'on voit ici à Sacré-Cœur en centre de soins physiques, mais aussi, j'ai été surpris de voir comment sur certaines gardes, je pouvais aussi découvrir qu'il y avait significativement un bon nombre de patients qui montraient des signes de catatonie, aussi Albert Prévost. Alors, je vais y aller de mémoire parce que c'est des situations cliniques que j'ai vues dans les 10 dernières années. Alors, je serai très succinct pour illustrer un peu certaines choses que j'aurais présentées durant la présentation. Donc, on commence par l'historique. En fait, on doit à Carl Bond d'avoir parlé au tout début ou décrit de façon détaillée des tableaux cliniques. Et c'est intéressant parce qu'il le décrivait comme un syndrome moteur, langagier, cognitif et affectif. Et donc, et déjà là, l'idée que c'était une dysfonction motrice était à l'avant-plan. Rapidement, Kraepelin l'a rattaché à ce qui est aujourd'hui la schizophrénie, donc la démentia précoce, puisqu'il l'a observé chez beaucoup de patients qui étaient en asile. Et on doit à Bleuler d'avoir introduit ou avoir psychologisé en introduisant plus en psychiatrie sous le syndrome de schizophrénie et en rattachant la catatonie à la schizophrénie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est né dans l'esprit des gens que la catatonie est nécessairement une condition liée ou d'origine psychiatrique. Et c'est pour ça qu'on l'a d'abord et avant tout retrouvé dans le DSM pendant des décennies et qu'on le voit plus rattaché à la littérature dite médicale non psychiatrique seulement depuis quelques décennies. Donc, dans les années 20, la catatonie devient encéphalitis léthargica, puis, par certains neurologues, est perçue comme une forme de maladie de Parkinson.
officiellement rattaché à la schizophrénie par la PA depuis 1952, et Kassem, qui travaillait au Mass General Hospital, Massachusetts, à Boston, qui est un pionnier, une figure forte en consultation-liaison, qui s'est beaucoup intéressé aussi à la catatonie. Donc, Max Fink, qui va avoir 99 ans dans quelques jours, gradue en neurologie et en psychiatrie, et lui dédie une grande partie de sa vie professionnelle. J'ai même retracé une de ses publications à l'âge de 90 ans, en 2013, donc continue à être très prolifique. Donc, une expertise en ECT, une expertise en catatonie, et demeure l'auteur le plus cité pour ses études et ses articles considérés très robustes. Quand on regarde dans le DSM-5, on se rend compte que la catatonie est encore classée dans les troubles psychotiques, alors qu'en psychiatrie, on retrouve la catatonie d'abord et avant tout liée à d'autres troubles, dont les troubles de l'humeur, pour voir encore que la trace, l'empreinte historique persiste encore dans le DSM-5, malgré tout ce qu'on a appris dans les dernières décennies. Donc, si on regarde nos critères du DSM-5, on dit que pour diagnostiquer un état catatonique, ça prend 3 ou plus des symptômes suivants. Donc, j'ai mis la petite description de chacun des critères à côté. Donc, la stupeur est considérée d'abord et avant tout comme un état d'immobilisme dans lequel on a peu ou pas d'interaction avec l'environnement. Donc, la catalepsie, c'est l'induction passive d'une posture qui va être maintenue malgré la gravité et parfois, les résidents ont tendance à confondre catalepsie et flexibilité cireuse. Alors que la flexibilité cireuse va être la légère résistance lors de l'induction d'un mouvement, mais ça ne va pas nécessairement être une opposition complète. Bien au contraire, il y aura une résistance. Le patient va modifier son mouvement et va soit maintenir la nouvelle posture adoptée ou le membre, s'il est contre gravité, va pouvoir lentement descendre et retomber, par exemple, le bras, retomber sur la cuisse. Le mutisme, peu ou pas de production verbale, excluant naturellement une aphasie qui serait connue. Et là, c'est important, le peu, dans la définition, parce que on pourrait se laisser berner par un patient qui parlerait, mais qui chuchoterait à voix très basse. C'est arrivé chez un des patients qu'on a pu évaluer dans les dernières années. Et si on ne soupçonne pas que ça peut être un signe de catatonie, ça peut nous tromper. Donc, le négativisme, donc l'opposition ou l'absence de réaction à un ordre ou un stimuli externe. Alors, un patient, par exemple, peut tenir ses bras au repos et dès qu'on vient pour tenter d'initier un mouvement passif, va se contracter et résister. Posturing, que je n'ai pas osé traduire, donc maintenir une posture contre la gravité. Alors, on prend le bras du patient, on l'élève et son bras, justement, reste dans les airs. Le maniérisme, donc des mouvements normaux utilisés de façon étrange. Ça peut être, par exemple, un applaudissement des mains, mais totalement hors contexte. La stéréotypie va nous ramener à des mouvements, d'abord et avant tout, qui sont répétitifs et anormalement fréquents pour ce qui est attendu et ne semblent pas générer de but utile. La stéréotypie, ça peut être des mouvements très simples et pour ceux qui en ont vu, on peut aussi avoir des séquences de mouvements complexes qu'on peut qualifier donc de stéréotypie. L'agitation,
Le critère d'agitation, il faut que ce soit une agitation qui est non induite par un facteur extérieur. Par exemple, non induite par une stimulation douloureuse, non induite par une stimulation auditive dérangeante, forte. Il faut qu'elle soit une agitation strictement, entre guillemets, dans une situation de repos. Donc, des grimaces, des mouvements donc faciaux, sans nécessairement avoir de fonction précise. Puis les deux derniers qui réfèrent souvent à des états de désorganisation, donc l'écholalie et l'échopraxie. Donc, j'ai mis en caractère gras certains de ces critères, si vous voyez, puis j'ai mis au bout de la ligne en italique un pourcentage. En fait, on doit à un groupe de chercheurs d'avoir fait une étude rétrospective sur 1082 dossiers de patients où cette équipe de chercheurs spécialisés justement en catatonie revisait des dossiers pour voir si jamais il était possible ou probable qu'il y ait eu besoin de poser un diagnostic de catatonie chez des patients qui n'ont pas eu de diagnostic de catatonie posé durant leur hospitalisation. Cette étude avait été faite dans un hôpital général. Et donc, j'ai juste mis les critères qui revenaient le plus souvent, donc ceux qui étaient les plus fréquents chez des gens n'ayant pas eu de diagnostic de catatonie, mais chez qui il était probable qu'il y ait eu une catatonie. Et on voit donc que l'agitation se retrouvait à 94 %. Donc, très souvent, l'agitation n'est pas nécessairement perçue comme étant un symptôme de catatonie. L'immobilisme, la stupeur, souvent chez notre patient en délirium, n'est pas nécessairement reconnu, donc on le retrouvait chez 38 %. Des grimaces chez 47 %. On se demande est-ce que c'est une réaction à la douleur, pas à la douleur, et donc ne sera pas nécessairement retenu comme critère. Le posturing, puis la désorganisation écholalie échopraxie. Si je continue, on verra que l'échelle de Bush-Francis reprend les critères DSM, mais ajoute ensuite une série d'autres critères utiles qui sont cotés de 0 à 3 et qui permettent, entre autres, d'essayer d'établir un degré de sévérité. Donc, la rigidité fait partie de 67 % de ces patients qui n'avaient pas obtenu un diagnostic clinique de catatonie dans la fameuse étude, et le retrait, qui est un refus de manger, de boire, où le patient n'établit pas de contact visuel, on sent qu'il devient un peu enfermé dans son corps, il y a une certaine opposition dans le refus de manger et de boire. Là, je vais me référer un peu à l'échelle. Donc, l'impulsivité, pour donner des exemples plus précis, ils allaient parler donc du changement soudain, inattendu, inapproprié du comportement de l'individu. Par exemple, commencer à courir dans un couloir et arrêter subitement, sans but, sans fonction particulière, ou commencer à crier, ou retirer des vêtements. Et encore là, on se rend compte de la difficulté dans le diagnostic différentiel parfois qu'on peut avoir avec le délirium. Beaucoup de gens en délirium vont faire de la carphologie, vont justement tirer sur des vêtements, les enlever. Donc, l'obéissance par automatisme est définie comme étant une réaction exagérée à la stimulation motrice qui pourrait venir par exemple, de l'évaluateur. Alors, si l'évaluateur a le patient debout et qu'il met juste une petite poussée dans le dos, mais très, très légère, appuie, il s'attendrait à ce que le patient fasse peut-être juste un pas. Et dans l'obéissance par automatisme, le patient pourrait commencer à avancer, continuer à avancer, et même accélérer le pas. L'ambivalence motrice, ça, c'est un des signes que moi, quand il y avait, par exemple, un diagnostic de catatonie qui avait été peut-être non posé chez un patient catatonique, c'est un des signes que j'ai souvent vu. Alors, le patient qui, une fois qu'il est debout
ou même assis, bon, indépendamment de l'état dans lequel il est, si on lui demande de commencer à avancer, va manifester une hésitation, vous verrez qu'il va balancer, par exemple, le thorax vers l'avant pour tenter d'initier le mouvement, mais reculer, avoir de la difficulté, donc, à initier le mouvement. Souvent, on va noter une bonne perplexité faciale aussi. Parfois, quand on prend la main et on tire, on va sentir qu'il y a une opposition initiale, mais qu'on finit par induire le mouvement. Donc, l'ambivalence motrice. Le réflexe d'agrippement, hein, le grasping, quand le patient, paume ouverte, si on va frotter avec deux doigts, va tenter de fermer la main et d'agripper notre main. La combativité, il faut voir que c'est une combativité désorganisée. Ça veut dire que le patient peut s'agiter, frapper de façon non sélective un peu partout dans les airs devant lui. Donc, le bras, le cou, entre guillemets, n'est pas ciblé. Il est désorganisé dans son agitation, dans sa combativité. Puis, l'instabilité du système autonome. C'est intéressant parce que l'instabilité autonome est souvent induite par un certain degré de dissociation sympatho-parasympathique, où on a une hyperactivité du système autonome et pas nécessairement une réponse appropriée du système parasympathique pour venir calmer notre réaction sympathique. Et ceci se voit dans plusieurs syndromes qui ont ce qu'on appelle une espèce de final common pathway, qui viennent justement induire cette dissociation sympatho-parasympathique, dont le syndrome malin des neuroleptiques, qui est considéré comme une des formes de catatonie. Et cette instabilité du système autonome, dans les autres exemples que j'avais nommés en début de présentation, se voit aussi dans les syndromes sérotoninergiques, naturellement dans les catatonies malignes, et puis dans le délirium tremens. Donc, 2 critères parmi les 14 premiers pour poser le diagnostic, alors que le DSM, lui, demande 3 critères. Peut-être que c'est pour ça qu'on voit à ce moment-là la prévalence plus élevée quand on utilise l'échelle Bush-Francis. Puis, chacun des 23 critères, si on prend tous les critères, sont cotés de 0 à 3 pour un indice de sévérité. Donc, plusieurs sous-types. La liste de sous-types décrits dans la littérature est très, très longue. Cela dit, les plus fréquents retrouvés seraient donc le sous-type ralenti ou hypoactif, ou ensuite le sous-type excité ou hyperactif, ou encore la catatonie maligne, comme on voit dans le syndrome malin des neuroleptiques. Cela dit, la catatonie maligne existe aussi sans syndrome malin neuroleptique, sans précipitant par utilisation d'antipsychotiques incisifs. Et on peut retrouver une catatonie maligne qui va être non rigide, mais chez qui on va trouver par exemple de l'hyperthermie, de l'hypertension, fluctuation du pouls qui peut être chez un patient qui peut devenir franchement tachycarde sans nécessairement être agité. Et donc, il faut faire attention à ces conditions dites urgentes parce que c'est ceux-ci qui induisent le plus souvent, en tout cas les décès les plus rapides. Il faut savoir qu'un état catatonique non malin est aussi à risque de mortalité. Entre autres, parce que quand on a regardé nos critères, on se rend compte que c'est essentiellement des critères de dysfonction motrice, qu'ils viennent de façon majoritaire, qui sont là parce qu'il y a une atteinte du système moteur, donc qui naît en partie dans la relation lobe frontale et structure mésencéphalique, et donc structure plus profonde. J'avais échappé mon idée. C'est pas grave, ça me reviendra. Il faut savoir qu'il y a des laboratoires, des tests de laboratoire qui s'observent, qui sont non spécifiques, mais comme on le sait dans le syndrome malin des neuroleptiques, on peut voir une leucocytose, on peut voir de 15 000 à 25 000 de blanc. Parfois, les CK vont être élevés. Pour parler d'un syndrome malin significatif, souvent on atteint 1000 de CK et plus. Il faut se méfier, par exemple, de l'augmentation des CK parce que
Ça peut commencer par 300, 700, 900 avant d'aller chercher dans les milliers. Et une diminution du fer sérique. Donc, un peu d'épidémio. On a une étude allemande qui suggère, donc qui a été faite justement, comme je disais tout à l'heure, dans un hôpital général, où les cliniciens et les chercheurs qui venaient dans les dossiers après arrivaient à un ratio de 1 pour 9. Est-ce qu'à ce moment-là, la réalité est du côté des chercheurs ou est-ce qu'elle se situe un peu dans l'entre-deux? Est-ce qu'il y a un peu de surdiagnostic? Ça, je ne peux pas le dire. On note souvent qu'on peut avoir tendance à peut-être reconnaître un peu trop facilement quand on étudie avec les patients un sujet. Cela dit, d'aller de 1 à 9 de ratio différentiel, 9 fois plus, indique quand même une forte probabilité de sous-diagnostic des états catatoniques. En milieu d'hospitalisation, chez l'adulte, donc moins de 65 ans, puis là, j'ai complètement exclu tout le volet pédiatrique de la présentation, vous m'en excuserez. 80% des catatonies sont d'origine psychiatrique et 20% d'origine organique. Et on voit que ce 80% se divise donc par une majorité des atteintes affectives liées au GABA A. Oui. Il y a une question? Oui, je vous laissais terminer. Il y avait une question dans le chat qui était un peu reliée justement à l'épidémiologie, mais qui était en cas de diagnostic difficile, le traitement d'épreuve avec benzodiazépine peut-il aider au diagnostic? Est-ce que vous préférez répondre tout de suite ou tout à l'heure? Je vais glisser un mot tout de suite. Oui, oui. Puis on reviendra tout à l'heure. C'est très embêtant de répondre à ça. Je vous explique. Il y a des états catatoniques. Bon, chaque étiologie derrière la catatonie va avoir une réponse différente au traitement. Alors, par exemple, la maladie affective a un excellent taux de réponse à une dose unique ou 2-3 doses de benzo. Alors que la personne souffrant, par exemple, d'un trouble mental sévère et persistant sur base de troubles psychotiques chroniques, surtout si la personne est rendue très vieille avec un cerveau très atrophique, a des chances de ne pas répondre à une ou quelques doses de benzo, pourrait même prendre des jours ou des semaines à répondre à des doses de benzo. Est-ce que, donc si la réponse est positive, je donne 1-2 doses de benzo et la personne s'améliore subitement, ça vient fortement corroborer, mais l'inverse n'est pas vrai. Et c'est dans ce sens-là où je nuance un peu, oui, ça peut être une aide diagnostique, mais une non-réponse n'exclut pas. Est-ce que ça répond à la question? Donc, je viens de dévoiler des petits éléments pronostiques. Donc, les maladies affectives, c'est le fun, ça répond vite, ça casse vite. Même si c'est une dépression psychotique, même que très souvent, c'est quand on a des dépressions psychotiques qu'on peut observer des états catatoniques. Plus la dépression est sévère, soit mélancolique, soit psychotique, plus elle a de risques d'être associée à un état catatonique. Les troubles psychotiques, ben, oui, mais en nombre moins grand. Et là, déjà, j'ai dévoilé que plus la maladie est sévère, plus l'atrophie est sévère, plus la maladie est rendue avancée en âge, moins le pronostic de réponse est bon. Et dans les autres conditions psychiatriques, on a 8%. Puis on verra tout à l'heure, je pense que je détaille les conditions les plus fréquentes. Chez la personne âgée, là, c'est intéressant parce que on a donc 2 études principales qui nous donnent des chiffres. Et là, on se rend compte que le cerveau vieillissant, le cerveau hypothéqué, le cerveau dit cérébro-lésé est beaucoup plus à risque de présenter des états catatoniques, donc d'origine organique, et donc en milieu hospitalier avec une population très vieillissante. Ici à l'hôpital, j'ai l'impression que 75% de nos patients ont 65 ans et plus.
Et donc, on voit beaucoup plus ici d'état catatonique en lien avec un état organique qu'avec un état psychiatrique. Donc, la prévalence sur les unités psychiatriques, selon les papiers, de 5 à 18 % et selon si on a utilisé le DSM ou la Bush-Francis scale, mais on note globalement dans la littérature, en milieu d'hospitalisation psychiatrique, une moyenne d'environ 10 % de prévalence. Donc, on se rend compte quand, sur une unité de neurologie, on a 3,3 %, aux soins intensifs, à peu près la même chose, et en consultation liaison, 1,6 à 1,8 des demandes de consultation qu'on reçoit. Donc, on note que 8,9 % des personnes âgées référées en consultation liaison interne auraient probablement une catatonie, puis 12 % des patients en délirium, puis on se doute bien que la majorité de ce 12 % ce sont chez nos personnes âgées. C'est beau, on regarde un petit peu des différents modèles explicatifs. De façon générale, on parle d'une dysrégulation dans nos circuiteries qui implique nécessairement, au final, les circuiteries dopaminergiques. On a donc une désaffection, donc des circuiteries qui affectent les fonctions motrices et la régulation affective. Donc, on va retrouver surtout le cortex médian, frontal et orbitofrontal, qui, eux, ont un effet sur nos ganglions de la base et sur notre thalamus, qui lui-même a des circuiteries avec des connexions au lobe pariétal, au cervelet, au système limbique. Donc, il y a ce qu'on appelle le modèle top-down, donc un hypofonctionnement du cortex frontal qui fait en sorte qu'on a une baisse significative du GABA-A et qui explique l'hypoactivité dopaminergique motrice, d'où les états d'hypofonctionnement, parce que, mis à part les états d'agitation, la majorité du temps, c'est une baisse du mouvement qu'on observe dans les états catatoniques. Et le modèle bottom-up, c'est quand c'est une dysfonction au niveau des ganglions de la base par le blocage dopaminergique, par exemple, dans le syndrome malin des neuroleptiques, qui finit par engendrer une baisse du GABA-A et ensuite induire notre état de catatonie. Un autre auteur a parlé donc des mécanismes physiologiques de survie. Il a fait l'analogie entre la catatonie hypoactive et les mécanismes de survie quand notre cerveau utilise un état de dissociation pour se déconnecter et faire le mort. Et par ces mêmes mécanismes, expliquer que la catatonie agitée pourrait être une manifestation de physiologie pathologique, entre guillemets, de physiopathologie, une expression physiopathologique de la fuite. On sait aussi, en raison des réponses à certains traitements, et on sait aussi, en partie, à cause de certaines atteintes organiques, comme la maladie auto-immune NMDA, qui est une cause organique assez fréquente de catatonie, qu'il y a implication donc des voies glutaminergiques et du NMDA. Alors, de façon strictement simplifiée, l'hyperactivité cortico-corticale, donc et là je ne vais pas le traduire, le supplementary motor area et le pre-supplementary motor area, amène une augmentation de l'activité au niveau du striatum des voies indirectes et une hypoactivité des voies directes, d'où le caractère figé que prend l'individu et l'incapacité ou la difficulté à initier le mouvement volontaire. C'est intéressant, j'ai mis un petit schéma en dessous qui montre la région dans le cerveau. Il y a une étude qui a été faite sur des singes où ils sont allés créer une lésion spécifique dans la région SMA et ont remarqué l'apparition chez les singes de la flexibilité cireuse et du négativisme. Donc, l'imagerie fonctionnelle, elle aussi, est venue beaucoup nous aider et venir confirmer ces hypothèses fortes dans lesquelles l'hypoactivation du cortex orbitofrontal
entraînait la dysfonction GABA-A et était responsable principalement de la dysrégulation affective, d'où la bonne réponse aux benzodiazépines est rapide pour ce qui est des maladies affectives, donc une catatonie sur une maladie bipolaire, sur une maladie unipolaire, par exemple, et l'hyperactivation du cortex médian préfrontal dont on a parlé au tout début, avec cette activité corticale qui désactive au niveau frontaux et ganglions de la base frontomoteur. Donc, je ne voulais pas aller dans plus de détails que ça, juste pour asseoir un peu de théorie explicative et pouvoir nous amener ensuite au traitement. Donc, si on va détailler les étiologies de la catatonie au niveau des causes psychiatriques, la maladie bipolaire 1 et 2, donc dépression unipolaire. Alors, je voulais dire maladie bipolaire type 1 et type 2, c'est ça que je voulais écrire. Donc, les troubles psychotiques, tout trouble mental sévère et persistant, ont été mis aussi les épisodes psychotiques brefs, ce qui soulève la question, est-ce qu'un épisode isolé induit par une drogue, est-ce que c'est la drogue qui l'induit? Est-ce que c'est chez les gens qui vont présenter des épisodes répétés, psychotiques brefs, chez qui on n'aura pas nécessairement un diagnostic plus précis? Ça, je ne peux pas le préciser. Je n'ai pas été trouvé dans la littérature plus d'informations à ce niveau-là. Et naturellement, le trouble du spectre de l'autisme, comme les dysfonctions organiques neurodéveloppementales qui présentent souvent ce type de symptômes. Des troubles du spectre de l'autisme vont présenter des états catatoniques. Moins fréquent, mais déjà vu, dans le TSPT, le TOC, ça m'a surpris, ils disent dans les troubles de personnalité, conversion et troubles dissociatifs. Les causes organiques fréquentes, délirium, infection du système nerveux central. Donc, que ce soit bactérien ou viral, c'est les causes principales. Attention, des VIH non identifiés, des gens qui auraient donc des infections, des abcès fongiques dans le cerveau peuvent se présenter par des états catatoniques. Il faut savoir que toute atteinte lésionnelle ou des AVC importants peuvent vous induire, mais lésionnelle sur un traumatisme crânien, par exemple, sur un saignement intraparenchymateux qui vient déchirer un peu la substance blanche, peut induire des états de déconnexion. Attention aux hématomes sous-duraux parfois qui peuvent avoir un effet de déplacement de la ligne médiane, un effet compressif et peuvent prêter flanc à un tableau de catatonie. Ça peut devenir très difficile de différencier un état strict d'agitation post-trauma-crânien versus est-ce que c'est une agitation dans un état catatonique. C'est pas pour rien que parfois les benzos peuvent être recommandés dans les états d'agitation post-traumatisme crânien. Ensuite, les états toxiques ou médicamenteux. Donc, il faut savoir que des personnes qui ont développé une grande tolérance à des grosses doses de benzo, ça peut être un Rivotril 2 mg QID, peuvent présenter, une fois le sevrage résolu, après avoir eu un état d'agitation, peuvent présenter un état catatonique de sevrage. À la clozapine, c'est bien décrit. On a eu à un moment donné un cas ici avec une collègue de catatonie carabinée à l'arrêt soudain de la clozapine et d'autres molécules qui vont agir sur la dopamine, la cocaïne, la L-Dopa, des arrêts subis aussi. Et certains états d'intoxication à des substances de la rue, LSD, PCP, mais aussi aux anticonvulsivants peuvent être associés à un état de catatonie. J'ai vu plusieurs intoxications à l'acide valproïque qui n'avaient pas été soupçonnées chez des patients avec des albumines effondrées qui étaient dans un état justement d'immobilisme, de rigidité, de résistance catatonique. Au niveau neurodégénératif, donc, démence à corps de Lewy en stade avancé, les démences frontotemporales avec des sévères atrophies frontotemporales peuvent être associées, une maladie de Parkinson en stade terminal aussi. Puis, il y a plusieurs autres conditions. Il y a une liste interminable, là, une page pleine, plus d'une cinquantaine de diagnostics, si ça vous tente.
Donc, dans le différentiel, on a parlé tantôt du Final Common Pathway, bien différencié donc du syndrome sérotoninergique, du délirium tremens. Il faut savoir qu'il y a plusieurs conditions qui vont ressembler beaucoup, mais elles vont être sans dysfonction motrice. Et la base même de la catatonie, c'est la dysfonction motrice. Donc, attention au status épilepticus non convulsif. Donc, le G peut être indiqué dans ce temps-là, le Lockton syndrome. Certains AVC, eux, on va les différencier à cause du déficit focal. Donc, le Parkinson avancé va persister le tremblement de repos alors que mon catatonique ne va pas trembler. Il n'y aura pas de posture étrange, il n'y aura pas de réponse au benzo. La seule réponse sera à la L-DOPA. Le délirium, lui, en absence de composantes motrices comme dans la démence et sans réponse attendue au benzo, va militer plus pour le délirium. Donc, l'aggravation de la condition à l'administration de benzo plutôt que l'amélioration va militer plus en faveur du délirium qu'en faveur de la catatonie. Donc, au niveau des investigations, il faut d'abord cibler la cause avec l'investigation. Qu'est-ce qu'on observe s'il n'y a pas de lésion intracérébrale au niveau de l'imagerie? Ce serait souvent une atrophie marquée pour l'âge. Le G seulement si on soupçonne des phénomènes épileptiques. La ponction lombaire si on pense que c'est d'origine infectieuse. On va rechercher l'anticorps anti-NMDA. Mais de façon générale, il n'y a pas de test de laboratoire spécifique pour identifier la catatonie. Il faut essayer de cibler la cause. On va faire les tests de laboratoire pour plutôt éviter la dégradation de l'individu. Ça, c'est dans les traitements. Donc, bon, à l'imagerie, comme je disais, les lésions non spécifiques de la matière blanche, l'atrophie diffuse, et en fonctionnel, l'hypoperfusion frontotemporale et des ganglions de la base. Donc, l'idée, c'est qu'il faut adresser la cause, oui. Puisque le traitement du délirium est le traitement de la cause en premier lieu, lorsqu'il y a catatonie, y a-t-il des situations où il y a contre-indication aux ECT? Bien, les contre-indications aux ECT sont les mêmes contre-indications aux ECT, c'est-à-dire le délirium, il ne changera rien. Si j'ai une contre-indication à l'ECT, je l'ai, et le délirium ne devrait pas en être une. Maintenant, il faut savoir que le délirium, que l'ECT est associé à une étude d'anesthésie et que l'anesthésie de durée temporaire est un facteur d'aggravation de délirium. À ce moment-là, il faudra vraiment s'assurer que j'ai une composante motrice très caractéristique et avant d'envisager mon ECT, parce que la majorité des déliriums ne sont pas des états catatoniques. Hein? Je ne sais pas si ça répond à la question. Je crois que oui, moi aussi, je l'interprète comme ça. OK. Donc, les approches de traitement, donc on adresse la cause, si on est capable de l'identifier, et c'est d'abord avant tout les soins de support. Donc, il faut savoir que nos patients qui ont cette dysfonction motrice sont à risque peut-être de ne pas s'hydrater adéquatement, de ne pas s'alimenter, ils peuvent être très désorganisés, ne pas avoir l'initiative. Attention, ils peuvent avoir aussi une dysfonction du réflexe de déglutition et s'aspirer, c'est une des causes de décès, les complications par aspiration, tant au niveau alimentaire qu'au niveau de l'hydratation par voie orale. Donc, il faut se demander s'il n'y a pas un risque et si jamais il ne faut pas peut-être temporairement, le temps qu'on réussisse à améliorer l'état de catatonie, plutôt mettre un dextrosé sans se rendre au tube nasogastrique, en tout cas temporairement, s'assurer d'avoir un support d'hydratation par voie parentérale. L'autre chose, c'est la mobilisation. Ils ont tendance, dans leur fixité, à développer des thrombophlébite. Il faut faire particulièrement attention et essayer de voir si on est capable, s'il n'y a pas un immobilisme complet, de les mettre debout, de tenter de les faire marcher un peu. Et l'anticoagulation. De façon générale, mis à part pour la quétiapine et la clozapine, qui touchent insuffisamment le récepteur D2 avec une très faible affinité, il est recommandé de cesser tout autre antipsychotique. En présence d'état malin,
c'est surveillance aux soins intensifs parce qu'attention, 20% de mortalité. Benzodiazépine, c'est la première ligne de traitement. Ceci est une formule suggérée. Il y a plusieurs façons de faire. L'idée, c'est que dans un monde idéal, on a une voie parentérale, puis on a un support de surveillance respiratoire, saturation, etc. Si jamais on n'a pas ces moyens, on peut injecter soit en intramusculaire ou en sous-cutané, c'est moins douloureux, et répéter. Et là, c'est très variable d'une personne à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de 70 à 80% des gens qui répondent bien. Et donc, ils ne vont pas toujours répondre à la première dose. Il y a certains patients qui ont besoin de 3-4 jours avant de commencer à initier une réponse acceptable. Si pas de réponse avec toutes les mesures précédentes ou catatonie maligne ou c'est une indication en grossesse péripartum ou une autre contre-indication au benzo, par exemple, un patient avec une MPOC importante qui présente un danger de Cheyne-Stokes par hypercapnie, si on lui donnait un peu trop de benzo, bien là, l'ECT, lui, devient directement indiqué, et lui avec un 80 à 100% de succès. Certains auteurs vont parler de l'utilisation combinée benzo-ECT. Moins bonne réponse au traitement, on parle des troubles psychotiques sévères et persistants chez particulièrement les patients gériatriques où la réponse diminue et chez qui on trouve une faible réponse de façon générale au benzo et une réponse partielle aux ECT. Puis, les risques élevés de très pauvres réponses, c'est chez nos démences très avancées, chez nos patients dont la catatonie est directement en lien avec les lésions intracérébrales ou les encéphalites infectieuses avec séquelles cognitives. Donc, pas en encéphalite infectieuse aiguë, mais en post-traitement qui persiste avec des états catatoniques. Algorithme intéressant qui est proposé par une équipe de chercheurs qui a fait une revue de littérature extensive de toutes les approches de traitement en ayant éliminé celles qui manquaient définitivement de robustesse. Donc, c'est toujours la benzo en première ligne, par voie parentérale de préférence. Sinon, en deuxième ligne, c'est l'ECT. Ensuite, il y a les agonistes glutaminergiques qui ont déjà montré des réponses très intéressantes. Puis, en quatrième ligne, les agents antipleptiques, spécifiquement l'acide valproïque ou la carbamazépine. Et là, avec énormément moins de robustesse, certains antipsychotiques, et peut-être considérer l'Abilify, qui a eu quelques cas de rémission, la clozapine dans l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure aussi, en combinaison d'habitude avec une benzo, puis le lanzapine qui a été cité, mais un peu moins. Il faut savoir, là, je pense qu'il y a, oui, les cas particuliers. J'achève dans 2 minutes. Les cas particuliers, les sevrages, les états catatoniques induits par les sevrages au benzo ont une réponse extrêmement rapide à l'administration d'une benzo, donc dès la première ou deuxième dose, et sont résolutifs dans quasi 100% des cas. Attention, avec la clozapine, ce n'est pas nécessairement aussi vrai, et les états catatoniques induits par l'arrêt de la clozapine sont très souvent non répondants à l'utilisation de la benzo, et la seule chose auquel elle répond très bien, parce que la réponse aux ECT n'est pas très bonne non plus. Il y a un pourcentage des gens qui répondent quand même et qui vont répondre à partir du 5e ou 6e ECT, mais c'est vraiment la réintroduction rapide de la clozapine. Attention, la réintroduction à la clozapine peut prendre jusqu'à 5 jours avant de donner une réponse très convaincante, le temps que l'occupation du récepteur et le taux sérique a atteint un plateau. Puis, ce qui est induit par l'arrêt des agonistes dopaminergiques, par exemple chez notre parkinsonien, la L-Dopa, est très rapidement autorésolutif à la réintroduction de la L-Dopa et pas à l'utilisation des benzos d'une autre molécule. Donc, la catatonie, c'est pas une condition banale. Je pense qu'il faut la percevoir comme une condition mortelle et agir avec une grande agressivité. Et dès qu'elle prend des formes malignes,
ne pas hésiter à aller vers la sismothérapie. Malheureusement, cette dame, on n'a même pas eu le temps d'envisager la sismothérapie. Elle s'améliorait énormément jusqu'à son épisode vendredi soir. Puis, on n'était pas là en consultation liaison de la fin de semaine. On arrive le lundi. Puis, déjà, les soins de confort étaient installés. Donc, 2 articles. Si vous avez juste en lire 2, ces 2-là sont excellents, très informatifs, agréables à lire. Et puis, une bibliographie d'encore quelques autres articles fort intéressants pour tous ceux qui ont envie de bien remplir leur vendredi soir COVID. Merci beaucoup pour l'excellente présentation. Vraiment, plusieurs personnes qui ont dû quitter l'ont déjà souligné dans le chat. Il y avait une question, Oui. Qui, je pense, en tout cas, méritait votre attention, tout comme toutes les questions qui ont été posées avant. Je ne vais pas me mettre les pieds dans les plats. Qui était donc, pouvez-vous vous prononcer sur la durée du traitement avec les benzodiazépines pour la catatonie, surtout dans le contexte de la reprise de médications antipsychotiques et de stabilisateurs à l'interne? Est-ce qu'il est nécessaire de continuer les benzodiazépines jusqu'à rémission complète de la catatonie et jusqu'à quelle dose de lorazépam vous pouvez aller? Oh, quelle magnifique question. Là, le problème, c'est qu'il y a tellement de causes différentes, tellement de réponses différentes au traitement et différents traitements différents. Alors, on voit tout un continuum. Ce qui est recommandé habituellement, c'est de maintenir les benzos à des doses, on dit dans la littérature, mais je ne suis pas sûr que c'est vrai à 100%. Notre clinique est bien meilleure pour nous guider, mais il recommande un minimum de 6 mg d'équivalent activant par jour. D'autres vont dire un équivalent 6 à 30 mg d'activant par jour, dépendamment de la réponse. Autrement dit, c'est la clinique qui va déterminer à quelle dose il faut garder ce patient-là. Après ça, il y a beaucoup d'auteurs qui vont parler jusqu'à 2 semaines après la rémission complète de symptômes. Là, il faut faire particulièrement attention parce qu'on va développer un down-regulation au récepteur GABA, surtout si on est à très grosse dose de benzo. Là, ça peut être aussi vite qu'au bout de 10 jours d'utilisation. Sinon, c'est 2 semaines. Et là, si jamais on est à des doses de 15-20 mg d'activant, il faut initier donc une baisse lentement progressive. 1, pour ne pas rentrer en sevrage. 2, pour ne pas avoir une rechute immédiate en catatonie sur le retrait de la benzo trop rapide. Et là, on n'est pas pressé. On peut descendre, si on veut être hyper prudent, si on est rendu à des grosses doses, de 10, 15 à maximum 20 de la dose par semaine et faire ça sur 4, 6, 8 semaines parce qu'il n'y a pas d'urgence tant que l'individu ne présente pas d'état de somnolence ou d'intoxication qui va nous guider à descendre plus vite. Ensuite, l'autre chose qui est recommandée par plusieurs auteurs, mais ce n'est pas hyper robuste et appuyé par des études hyper robustes, ça va être aussi, tant que possible, éviter jusqu'à 2 semaines après la résolution de la catatonie, la réintroduction de l'antipsychotique. Maintenant, il y a des cas d'exception. Moi, dans une maladie affective où on a eu un excellent contrôle de la catatonie, une rémission complète et rapide sur nos benzos, je pourrais envisager la réintroduction d'un antipsychotique pour amoindrir les symptômes psychotiques s'ils ressurgissent, mais avec un antipsychotique peu incisif. Je vais utiliser un antipsychotique qui n'a pas un coefficient de liaison très, très fort au récepteur. Donc, on pourrait aller vers justement un Zyprexa, un Latuda, et ça serait peu risqué en observant à petite dose qu'on augmente lentement, progressivement. Il y a beaucoup de patients avec maladies affectives qui ne vont pas rechuter en état catatonique si on maintient nos benzos simultanément, ou parallèlement, disons. Le réel danger seront chez nos cérébrolésés qui sont à fort risque de syndrome malin, parce que là, on pourrait non seulement retourner en catatonie, mais induire un état de syndrome neuroleptique malin, ou encore chez nos vieux patients qui sont des états organiques très en état de dégénérescence avancée, ou chez nos schizoaffectifs, schizophrènes très vieux. Chez eux particulièrement, il faut être précautionné. Et là, on va plutôt considérer la clozapine.
qui, elle, va être généralement sécuritaire. Ça répond-tu à la question? Oui, absolument. Je voulais vous transférer deux questions rapides sur les références. Pouvez-vous mettre à l'écran les références des deux premiers articles intéressants que vous Oui, aviez mis? vous aurez de toute façon accès à la présentation qui va être rendue disponible quand je vais dépatouiller comment l'envoyer adéquatement à Maria. Et pouvez-vous spécifier quelle était la référence de l'algorithme de traitement que vous avez montré? J'avais le nom en haut de mon petit, c'était SR Beach et Hall. Donc, oui, tout à fait. Alternative Treatment Strategy for Catatonia. Excellent article. Ben, je pense que ce sont tous de très, très bons articles, mais on n'est pas obligé de tous les lire. Hein? Merci, Dr. Bertrand, pour autant cette présentation que votre disponibilité aux questions. C'est effectivement très clair, bien documenté et nuancé à la fois. Ben, merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir. Puis on vous souhaite une bonne journée à tous, un bon mardi.